Salut à tous, c'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Aujourd'hui, j'ai un invité, je vais pas vous mentir, en fait, je le connais. Je l'ai déjà vu il y a 4 ans. On avait discuté notamment, j'avais besoin d'un business angel et du coup, j'ai été venue gratter à sa porte. Mais vous le connaissez tous puisqu'il s'agit d'un des membres du jury de Qui veut devenir mon associé sur M6. Il s'appelle Éric Larchevêque. Bonjour Éric. Bonjour Karine. Alors en off, on était en train de se dire, est-ce que je te présentais en tant qu'investisseur ou en tant que serial entrepreneur? Et tu m'as repris, tu m'as dit, moi, je suis avant tout un entrepreneur. Ah oui, clairement. Ouais, je suis pas du tout. Enfin, je fais de l'investissement dans des startups, mais je me considère avant tout comme un entrepreneur. Ouais. Alors, comme d'hab, on va repartir de la base pour essayer de comprendre ton parcours, mais surtout le bonhomme, le cœur de l'homme, et savoir pourquoi est-ce que tu as cette frénésie. On le voit, hein, que ce soit sur M6, puis moi, je te connais aussi dans un autre cadre, un petit peu, on va dire. Et c'est vrai qu'on sent que tu as un appétit, une curiosité d'entreprendre, d'investir, mais surtout, moi, je ressens aussi d'aider, de mettre en avant. C'est souvent mon job à moi, hein, les journalistes, de faire valoir, mais j'ai l'impression que c'est un peu le tien aussi. Et du coup, je voudrais comprendre d'où ça devient, ça. Je pense que le maître mot, c'est la curiosité, parce que c'est ça qui m'a toujours animé. Et quand on est curieux, eh bien, on a envie de faire plein de choses, on a envie de découvrir plein de choses. Et moi, cette curiosité, elle s'est assez tôt exprimée sur la notion de créer, de faire des projets, et donc dans l'entrepreneuriat. Parce que je ne suis pas un artiste, donc je ne pouvais pas vraiment m'exprimer en chantant, en dessinant, en sculptant, en faisant quoi que ce soit d'autre. Par contre, j'ai trouvé une manière de m'exprimer dans l'entrepreneuriat, et donc créer des projets a été pour moi toujours une ambition assez forte. Je prends énormément de plaisir à les monter, à les amener, à les développer. Et puis, plus récemment, comme tu le dis, à aussi aider d'autres entrepreneurs à essayer de finalement continuer d'être curieux, mais en étant un peu sur la place arrière, ce qui me permet d'être curieux à plein d'endroits, parce que quand on est entrepreneur, en général, on a son projet et on fait que ça, et donc on est sur un seul cadre, alors qu'en investissant dans plein de boîtes, eh bien, je peux vivre par procuration énormément d'aventures. Ouais, c'est clair, hein, notamment parce que tu peux aussi t'investir humainement, professionnellement sur des secteurs que tu maîtrises au sein des différents services des boîtes dans lesquelles tu investis. On va y revenir justement tout à l'heure. La chose étant, c'est que moi, je me suis posée avant de faire l'émission cette question, quel angle je vais prendre? Parce que je m'adresse essentiellement à des CGP ou à des professionnels du patrimoine. Et je me suis dit que ça serait intéressant justement d'avoir un profil comme toi pour essayer de comprendre pourquoi certains entrepreneurs, créateurs, businessmen n'avaient pas forcément envie, pour l'instant, ou tout court, de confier justement leur patrimoine, leur stratégie financière à une tierce personne. Et un profil comme toi, c'est super intéressant parce que tu as plusieurs étapes, plusieurs vies, et donc tu as eu le temps de réfléchir, de mûrir en fait cette analyse et à chaque fois, en fait, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu préfères t'entourer d'autres hommes comme toi dont tu es sûr et sur lesquels tu comptes que de professionnels du patrimoine. Donc, si tu veux bien, Eric, à chaque fois, je te demanderai, mais là, pourquoi t'as pas pris un CGP? Très bien. Bon, d'abord, t'as quel âge? J'ai 49 ans. Ouais, t'as 49 ans et t'es né à Neuilly-sur-Seine. T'as passé ton enfance à Vierzon. Oui. T'as des souvenirs de cette enfance? Qu'est-ce que tu voulais faire, petit? Alors, quand j'étais tout petit, je voulais être pâtissier. Et donc, j'ai fait mes premiers travaux dans une boulangerie. Donc, j'avais une dizaine d'années. Hein, c'était plus de la curiosité, encore une fois. J'adorais cuisiner, faire des gâteaux. Ça m'a vite passé parce qu'un jour, j'ai découvert l'informatique, un ordinateur, un Thomson TO7. Et depuis, je ne l'ai plus lâché. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment ça ce que je voulais faire, l'informatique, programmer. J'étais plutôt assez bon en sciences. Et donc, quand je n'étais pas en train de monter des cabanes dans la forêt à Vierzon, j'étais sur mon ordinateur et je me projetais plus tard comme ingénieur, en fait. Voilà, je voulais construire des ordinateurs, plus exactement. Ah, c'est marrant, mais pourquoi t'as pas été chez HP, chez Dell? Pourquoi est-ce que t'as pas, je sais pas, développé du Linux dans ta cave? Tu vois, ce genre de truc, quoi. Oui, alors en fait, j'ai fait des études donc, d'ingénieur. J'ai fait l'ESSIE, qui est une école à Marne-la-Vallée en 5 ans avec une prépa intégrée. Et j'ai suivi en fait, une spécialisation qui est la conception des architectures pour le traitement de l'information, c'est-à-dire concevoir vraiment des circuits intégrés, donc vraiment les architectures. Et j'étais effectivement plutôt destiné à travailler chez Philips Semiconductor, ST Microélectronique, Cadence. Mais j'ai en réalité plutôt créé ma boîte lors de la dernière année d'études,
parce que c'était les premières années d'Internet, on y avait accès par l'école et j'ai vu énormément d'opportunités. J'ai aussi vu que travailler en entreprise, ce n'était pas pour moi. Dans mon stage de fin d'études chez Philips Semiconductor, justement, je me suis dit que non, je n'avais pas envie d'être un numéro dans une énorme machine, j'avais envie d'exister pour moi-même. Et donc, j'ai lancé ma boîte et en fait, j'ai pas eu un destin de fabriquer et construire des ordinateurs, mais plutôt de construire des projets assez divers. T'es fils unique? Je suis fils unique, oui. Ok. J'aime bien le profil un peu de ta famille, quoi. Tu as un père industriel qui avait... en fait, c'est une usine familiale, c'est ça? Oui, mon arrière-grand-père avait créé une usine de porcelaine donc à Vierzon et qui a été transmise de père en fils. Et mon père en était le directeur quand j'étais petit, mais dans les années 80, quand j'avais une dizaine d'années, ça a périclité et l'affaire s'est terminée. D'accord. Donc, il n'y a pas eu le schéma où il a souhaité que tu reprennes le flambeau et toi, tu t'es pas dit, tiens, je vais relancer. Vaguement, quand j'étais petit, je me rendais compte que peut-être un jour ceci serait à moi, mais c'était assez lointain et j'étais encore peut-être pas assez de maturité pour vraiment m'en rendre compte. Quand ça s'est arrêté, en fait, on a quitté Vierzon, on est parti, on s'est installé à Paris. En fait, j'étais parti pour plus jamais revenir. Le destin a fait que je suis revenu avec Ledger et qu'on a réimplanté une usine sur place. Et lorsque j'ai fait ça, quelque part, j'ai renoué avec mon passé et ça m'a fait énormément plaisir, avec beaucoup de fierté, que j'ai contribué à réindustrialiser en fait Vierzon et les alentours. C'était un peu une revanche sur le passé. Oui. Ouais, c'est comme ça que je l'entends parce que tu dis qu'à 10 ans, l'entreprise de ton père a périclité. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la porcelaine a été énormément en fait, mise en concurrence par l'industrialisation allemande. En France, on avait quand même été beaucoup plus manuel. Il y a eu beaucoup de concentration. Les marges ont baissé. On est allé vers des productions de masse. Et donc, le quasi-artisanat de ces industries françaises faisait face à une compétition, une concurrence qui était plus possible. Et donc, il y a eu de la casse, voilà, comme en porcelaine. Du coup, ton père, il fait quoi après? Il est parti en pré-retraite. Il est parti Ok. en pré-retraite, ce qui m'a eu assez tard, et donc il a arrêté et c'était fini. Donc, tu as assisté quand même un petit peu au désarroi de ton père. Comment tu as vécu ça? C'était au niveau familial quand même un petit traumatisme. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui peuvent arriver, mais c'était effectivement la fin d'une aventure, le fait de fermer un chapitre. Je pense que oui, ça n'a pas été les meilleurs moments pour mon père. Oui. Mais c'est pas anodin dans ta construction. Probablement, oui, même Parce si... que oui. il y a une volonté en fait chez toi justement de entreprendre, de toujours être acteur Mm. et de pas subir quelque chose. Donc je pense que ça t'a construit d'une certaine Oui, façon. sûrement. C'est un épisode, même si ça n'a pas non plus été un trauma absolu, qui a contribué, je pense, à me donner envie d'avoir une revanche quelque part, une revanche sur la vie. Et j'ai toujours été animé par cet esprit de revanche, de montrer que je pourrais y arriver, que je pourrais faire des choses. Et je pense que ça vient en partie de là. Ouais. Et puis tu as une maman qui était danseuse. Alors ça m'a touchée parce que moi aussi j'ai été à l'opéra. Petit rat, Ouais. donc il y a beaucoup de discipline, non? Elle était à l'Opéra Garnier, donc elle a fait vraiment tout son apprentissage là-bas, et ensuite les spectacles. Et dans les années 60, elle a plutôt fait de la télé, du show business. Et ensuite, elle a fait sa carrière là-dedans, puis à MAU, et on s'est installé à Vierzon. Donc on était à Paris, puis on est allé à Vierzon. Et après, elle a continué en faisant une école de danse. Ouais. Ça t'a marqué aussi les cabanes dans la forêt? Ah oui, beaucoup. Et je pense que si je suis revenu en fait maintenant à Vierzon, en Sologne, et que finalement j'avais envie d'une forêt, et que je me suis acheté une forêt. Ouais, ça a du sens, quoi. Ça a du sens, oui. Je pense Est-ce que la cabane... est-ce que ça a éveillé chez toi une conscience écologique à l'époque? Et aujourd'hui, tu le ressens que c'est quand même en toi, tu vas peut-être plus vers des investissements d'entreprises ESG, ISR ou Non, pas pas spécialement. vraiment? Alors, je pense que quand j'étais petit, la notion de conscience écologique, on ne l'avait pas dans les années 70, 80. Enfin, je veux dire, ce n'était pas quelque chose qui était présent, mais le contact à la nature a toujours été pour moi important et j'avais besoin de nature. Et un jour, je me suis réveillé, je me dis, je veux une forêt, en gros. Et donc, je me suis dit, c'est pas à Paris que je vais en trouver une. Et je suis rentré en Sologne. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vivre loin, caché dans ma forêt, un véritable havre de paix. Pour autant, tous les investissements que je fais ne sont pas guidés exclusivement par des critères ESG. C'est évidemment important, mais moi, en fait, mon cheval de bataille, c'est plutôt finalement la réindustrialisation et l'investissement en région. Pour moi, c'est important de faire revivre le bassin de Vierzon, du Cher. Et en soi, c'est un critère ESG, parce que je pense que c'est important de faire des choses au niveau local. Et voilà, c'est plutôt ça, en fait, mon implication. Je ne suis pas comme Marc Simoncini qui, lui, a vraiment fait le choix de se dédier
à uniquement des investissements très, très écologiques ou durables, responsables, etc. Non, mais je reviens un peu sur la forêt parce que c'est juste qu'avec le vin et les voitures de collection, c'est clairement un investissement. Aujourd'hui, même l'or revient sur le marché, qui sont de nouveau un petit peu à La la forêt, mode. oui, le prix a énormément monté. Mais je l'ai pas fait pour ça, en fait. J'ai bien compris. Mais ça pourrait, en fait, pour toi, être quelque chose un peu d'évident et qui t'a toujours habité parce qu'en plus, bah, tu as grandi là-dedans. Donc, C'était plus émotionnel que c'est financier, ça. mais effectivement, il s'avère que j'ai fait une bonne opération. Ouais. Alors, 94-95, tu as une grosse évidence, un coup de foudre. C'est pas avec une femme, c'est Pas encore, non. avec, pas encore, c'est avec un premier, la connexion à Internet, en fait. Oui, c'est ça. À l'école, donc dans mon école d'ingénieur, on avait accès à Internet, les modems et les accès pour les particuliers étaient vraiment au tout début, c'était assez rare. Et j'ai vu donc cet immense réseau connecté, la capacité de faire des sites Internet en HTML. C'était vraiment le tout début, les newsgroups, enfin bon, Et je me suis dit qu'il y avait plein d'opportunités. J'avais déjà un premier réseau en fait, d'entreprises avec qui je travaillais parce que pendant mes études, je faisais des montages électroniques, j'étais pigiste, je travaillais avec des maisons d'édition. Enfin, je bossais pour me créer un peu d'argent. Et donc, je me suis dit, c'est des premiers clients. Et donc, avec un ami de l'école, on a créé notre première boîte et on s'est lancé. Et puis là, en fait, ça s'enchaîne. Première boîte en 96, France Cyber Média. Tu te rappelles du mec que tu étais à la création de cette boîte le premier jour? C'était où déjà? C'était quoi le local? Dépeins-moi un petit peu l'atmosphère. Alors, c'était rue Saint-Denis, Ouais. dans un local complètement pourri. Vraiment, en fait, un appartement qui ressemblait à rien, qui était vraiment un peu sale. Donc, on repeignait à l'intérieur, on nettoyait, on jetait les vieux meubles par la fenêtre. Enfin, c'était très, très rigolo. Mais on était super heureux. Alors, pourquoi là-bas? Parce qu'on était proche de la bourse et on avait besoin d'une connexion en fait, dédiée Transpac, 64 kilobits. C'était la Rolls à l'époque, ça coûtait un bras. Et donc, on avait besoin d'être dans le 2e arrondissement. Et donc, rue Saint-Denis, toute une époque, on avait des filles en bas de notre immeuble. Maintenant, tout ça n'existe plus depuis longtemps. Ouais. Mais voilà, c'était rigolo. Et puis, à l'époque, j'étais encore tout jeune. J'étais plein d'énergie. Plein d'idées, plein d'envie. Et moi, tout ce que je voulais, c'était être au bureau, dormir au bureau, faire que ça, bosser. C'était ma seule obsession. Obsession qui paye puisque en gros, cette société, ça permet de faire quoi? Des sites internet, de les héberger. Tu étais un peu aux prémices de tout ça. Hein. Oui, aujourd'hui, on appellerait ça une agence internet, web. Une agence web, Ouais. exactement. On faisait des sites, de l'hébergement, des forums, enfin un petit peu tout et n'importe quoi, mais c'était du service. Et on s'est dit que ça marchait pas trop mal, on arrivait à se payer le SMIC, on était content, alors que nos copains d'ingénieurs étaient très très bien payés justement dans les grands groupes. Et on était sur 100, 130, on n'était que 3, je pense, à aller vers l'entrepreneuriat. Donc à l'époque, c'était vraiment pas du tout la voie qui était reconnue par les étudiants. Mais on était super heureux. Par contre, on s'est dit, on va avoir du mal à scaler. Je ne devais pas dire ça comme ça. Non, à l'époque, ça ne se disait pas. Ça se disait pas. Bah mais non, c'est nouveau, ça. Mais je me rendais compte que pour faire une entreprise qui faisait plus de chiffre d'affaires, il fallait plutôt passer au produit. Et c'est ce qu'on a fait. On a créé une deuxième entreprise, Groupe Pontorgueil, qui, lui, s'est développé beaucoup plus rapidement, puisqu'on était plus dans le domaine, plus une fintech, de la monétisation de contenu, de l'édition. Et ça a très bien marché. Puisque 2 ans après la création, début des années 2000, on devait faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu dirais qu'à l'époque, tu avais déjà envie de gagner de l'argent ou est-ce que tu avais déjà envie de rentrer dans l'histoire d'une certaine façon? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un côté, pas narcissique parce que tu vas mal le prendre, mais un côté en tout cas besoin de... tu vois, Il y a d'être forcément reconnu. Un côté égo, bien sûr. Enfin, Ouais. On ne peut pas le nier. Je pense qu'on est entrepreneur, on a envie de faire sa marque et d'exister, de développer. Je voulais rentrer dans l'histoire, non. Jamais, mais non, mais c'est quand même des secteurs qui étaient très précurseurs à l'époque. Oui, c'est sûr, mais je ne réfléchissais pas comme ça, en tout cas. J'ai jamais eu même l'imagination, la prétention de me dire, tiens, un jour, je vais faire un truc, je vais rentrer dans l'histoire. Par contre, oui, je voulais gagner de l'argent, mais plus parce que je voulais faire la plus grosse boîte possible. Ce n'était pas juste pour avoir de l'argent, c'était plus un moyen, mais pas la destination. Mais j'ai toujours su que en fait, j'arriverais, en fait, que l'argent, c'était pas un problème, que j'arriverais à en gagner. J'étais assez confiant, j'avais une très, très forte confiance là-dessus. Et donc, en fait, je réinvestissais tout ce que j'avais, en fait, tout le temps, parce que déjà, je partais du principe que, de toute façon, la retraite, il n'y en aurait pas. C'est marrant, c'est un sujet d'actualité, mais déjà, il y a 25 ans, je me disais, de toute façon, il n'y aurait pas de retraite, donc il faut que je me crée un capital
pour la suite. Et donc, pour moi, il fallait toujours tout réinvestir et j'étais extrêmement confiant. Mais moi qui te connais plus ou moins, on va dire, et qui t'a vu il y a quelques années, parce que justement, je voulais te proposer un projet, il y a cette force qui émane de toi, qui fait qu'on a l'impression que tu es capable de tout, tu crois en tout, tu es hyper audacieux, on peut le dire. Oui, j'ai pris beaucoup de risques dans ma carrière. Ouais. Oui, ça, c'est sûr, on peut le dire. Oui, mais du coup, c'est très dynamique en fait. C'est parce qu'en gros, on a vraiment l'impression que tu pourrais même amener un projet qui, à la base, c'est pas forcément une pépite, très loin, parce qu'on sent chez toi que tu as peur de rien en fait. Oui, probablement. Alors, il faudrait que la pépite en ait les capacités quand même, hein. Je ne suis pas capable de faire des miracles. Mais en tout cas, quand je suis monomaniaque, c'est-à-dire que quand je porte un projet, je fais que ça. Quand j'étais entrepreneur, maintenant je le suis moins, hein, mais j'étais vraiment à chaque fois à 100% dans mon projet. J'avais des œillères, je regardais rien d'autre. Il n'y avait que ça qui comptait et j'étais prêt à aller oui, jusqu'au bout, quoi. Donc, et j'étais capable de développer en fait une force de travail, je pense, extrêmement importante. Parce que je faisais que bosser. Je veux dire, c'est sûr, j'ai pas eu pas de jeunesse, mais enfin quand les autres Aller en boîte, allaient en boîte et tout. Non, toi, tu moi bossais quoi. je bossais le week-end, je bossais tout le temps. Mais c'est parce que je le voulais, hein. Tu regrettes pas un petit peu Ah non, pas du tout. Non, c'est ton caractère en fait. Je me suis rattrapé depuis. Ouais. Et mon caractère, c'était, je voulais travailler. J'étais jamais autant heureux que lorsque je travaillais, en fait. Ouais, mais c'est marrant, ça. Je veux dire, ça. Pour toi, c'est quoi? Ça vient combler quelque chose de l'ordre de la rigueur, de l'exigence. Est-ce que tu es exigeant envers toi? Non, je crois pas. Non? Non, parce que ça, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Je pense que c'est pas une qualité d'être exigeant. Ah merde, D'une je certaine suis façon. beaucoup. Hein. Dans l'entrepreneuriat, parce que ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais un projet, à un moment, il faut vite le lancer, il faut vite le montrer, il faut vite qu'il aille voir son public. Donc, si tu es très exigeant, tu vas pas le lancer, tu vas attendre la perfection. C'est dans ce sens-là, hein, je Je veux comprends. dire. Après, ça veut dire qu'effectivement, je pense avoir un niveau d'exigence, mais plus auprès, peut-être, je sais pas, des collaborateurs, des choses, de pas laisser faire n'importe quoi. Mais cette volonté, non, je sais pas si ça vient du fait d'être exigeant ou pas, mais pour moi, c'était juste comme ça, quoi. J'étais heureux. Enfin, je pense qu'avoir un projet, Te le rend mener à heureux. bien, me rend heureux. Ouais. 98, donc c'est cette fameuse société de marketing digital qui décolle. Tu es un petit peu aussi un des premiers, comme le CRM à l'époque, à externaliser aussi un de tes services. Cette plateforme, elle a été offshore en Roumanie. Oui, en 2002. Pourquoi tu as fait ce choix Alors, à l'époque? à l'époque, en fait, on commençait à entendre parler des solutions offshore. On avait besoin d'améliorer nos marges, hein. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller aussi nous-mêmes monter une plateforme. En 2002, je commençais à être un peu fatigué après pas mal d'années à bosser vraiment H24. Et je me suis dit, OK, je vais partir en Roumanie. C'est moi qui vais aller aider à monter la plateforme. Et donc, je suis parti à Brașov, dans les Carpates, en Transylvanie, pour monter cette plateforme. Et j'y suis resté 2-3 ans. J'ai monté la plateforme. J'ai aussi fait de l'immobilier là-bas parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Et je me suis bien marré aussi. Ouais. Mais alors, à ces deux étapes importantes, hein, cruciales, hein, de tes deux premières boîtes, comment est-ce que tu disais toi-même tu réinvestissais? Donc, est-ce que tu étais entouré d'avocats, de fiscalistes, de courtiers, d'experts comptables pour t'aider, t'orienter? Absolument pas. Tu as toujours fait ça tout seul. CGP, j'en parle même pas, Oui, je pense parce qu'à l'époque, ça n'existait non, pas. voilà, je ne sais Enfin, en même tout pas ce que cas, c'était, voilà. mais disons que non, on s'est toujours débrouillé par nous-mêmes. Quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent, donc quand la deuxième boîte a commencé à fonctionner, qu'on avait des dividendes, j'ai commencé à les placer moi-même parce que j'avais quand même l'ambition d'avoir un capital. Moi, j'ai toujours raisonné en capital. Pour moi, il me faut du capital. Ce capital, il me sert à créer des entreprises. Il me sert à repartir si je me plante. Donc, il y en a une partie, je me suis dit, je me rappelle, en fait, je suis allé au Luxembourg trouver une banque privée. J'ai acheté de l'or physique. J'ai bien veillé à ce que l'or soit livré dans un coffre. Et voilà, c'était mon premier investissement. Et puis après, je me suis expatrié et puis j'ai fait beaucoup en fait de offshore, c'est-à-dire créer, les BVI, des comptes offshore. J'ai
J'ai ouvert des comptes aussi dans les pays baltes. Les trusts, j'imagine. Ouais, voilà. Donc, j'ai commencé à jouer un petit peu avec Quand tout ça. quand Donc, c'était possible. oui, puis de toute façon, je me suis expatrié. Donc, fiscalement, Il il n'y n'y avait avait pas de pas, il y souci. avait pas de, il y avait pas de sujet. Et donc, voilà, j'ai vécu un peu comme ça pendant quelques années. Du coup, ça a dû ouvrir aussi chez toi, culturellement, socialement, différentes approches et qui fait qu'aujourd'hui, tu peux aider des sociétés limites européennes ou à l'international. Alors, je suis pas non plus, je dirais, en fait, ce que j'ai retenu de mon expérience, c'est que il faut faire très attention. Ça m'a rendu paranoïaque en fait avec mon argent. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une des banques dans laquelle j'avais placé des liquidités qui a coulé et qui a coulé avec mon argent. On peut la nommer? Oui, c'est la Paritat, c'est situé dans les pays baltes à Riga. Et donc j'ai dû aller à Riga pour tout simplement aller à la cour de justice et signer un deal comme quoi je renonçais à poursuivre la banque. Et en T'as perdu échange, combien? je pense que j'ai perdu plusieurs centaines de milliers de dollars, ce qui était pour moi énorme. Et donc j'ai dû abandonner la moitié des créances et en échange j'acceptais de ne pas poursuivre la banque, ce qui lui a permis de se recapitaliser. Et surtout, en fait, ça m'a permis de découvrir une ville et un pays qui a fait qu'en 2005, je suis allé là-bas. Mais surtout, ce que j'ai retenu, c'est que en fait, l'argent, les banques, tout ça, c'est pas aussi solide que ce que l'on croit. Il faut faire très attention. Et je pense que c'est pas par hasard que je me suis tourné ensuite vers le Bitcoin. On y viendra justement à cette appétence que tu as vers le Bitcoin. Heureusement que je t'interviewe maintenant. Ça aurait été il y a 3 mois, ça aurait été plus compliqué. Carrière, donc on l'a vu, un petit peu internationale. Et puis moi, il y a quelque chose qui me fascine chez toi. C'est ces petits épisodes d'addicts, de joueurs de poker international. C'est vrai que quand on te voit, on se dit pas que tu es capable d'être passionné, quoi. Passionné par l'entreprise, ça c'est sûr, mais on se dit pas que tu es capable comme ça de jouer. Je veux dire, comment est-ce que le poker est arrivé à toi? J'étais à Riga, justement, je m'étais installé là-bas et j'avais développé un hôtel. Et pendant que je regardais la peinture sécher, je m'ennuyais. Et je commençais à aller dans des casinos. Et un jour, je me suis assis à une table et c'était un tournoi de poker. Je ne savais pas ce que c'était le poker, je ne connaissais pas les règles. Donc, je me suis assis, puis j'ai joué, et j'ai appris en jouant, en fait, et j'ai remporté le tournoi. Parce que j'ai eu beaucoup de chance, il faut le dire. Ah ouais. Et donc, ça a piqué ma curiosité. J'ai découvert le jeu du poker. Avant, je pensais à rien de ça, truc, je ne m'intéressais pas du tout. Et j'ai découvert en fait un jeu extrêmement profond, intéressant, intelligent. J'ai lu une vingtaine de livres. J'ai travaillé mon jeu de façon obsessive parce que le poker en fait a énormément de richesse et c'est très très intéressant. Et ça m'a amené en fait à monter en gamme dans les tournois. Et puis après, j'ai fait championnat d'Europe, championnat du monde. Et pendant 2 ans, j'ai un peu écumé comme ça le circuit international. Et ça a été pour moi une grande école de la vie qui m'a beaucoup été utile ensuite pour l'entrepreneuriat. J'ai appris à gérer mes émotions, à gérer mon risque, à lire des signaux faibles des gens, enfin à comprendre beaucoup de choses. Et c'est une période que je ne regrette absolument pas. J'ai arrêté de jouer au bout de 2 ans à peu près parce que je ne voulais pas dire à mes enfants que je jouais aux cartes. Et surtout, j'avais besoin d'un vrai projet, de construire quelque chose. Parce que le poker, c'est pas de la construction. Mais tu gagnais de l'argent? Oui, j'ai gagné de l'argent. Il y a les stats qui sont visibles. J'ai gagné 600 000 $. Alors évidemment, il y a eu des frais en face, mais en tout cas, j'ai pas perdu d'argent. Une question bête, mais là, tu vois, c'est une colle. Est-ce que fiscalement, t'es ponctionné quand tu gagnes de l'argent au poker? Lors de tournois comme ça, officiels? Non. Non, D'accord. alors, à l'époque, en tout cas, non. Maintenant, je ne suis pas au courant des dernières fiscalement. Non, parce qu'en fait, le casino, on n'est pas. Les jeux de chance, les jeux de hasard, en fait, n'ont pas d'impôt. Ils ponctionnent ça différemment. Par contre, le jeu de poker, je ne sais pas s'il est considéré comme un jeu de hasard ou pas. Parce que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais là, je ne pourrais pas répondre et je ne sais pas. Je ne sais plus. En tout cas, ça t'a donné ce côté stratégique. Ce côté aussi attente, parfois aussi au poker, c'est attendre c'est beaucoup un petit de patience. peu. Ça a appris la patience, oui. Ouais. T'es patient, toi? Non, mais j'ai appris à l'être. Ouais. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi un jeu de patience. Et l'investissement, c'est un jeu de patience. Ça, s'il y a un seul mot pour moi définir la réussite dans l'investissement, c'est la patience. C'est pour ça qu'on investit souvent sur du long cours. 2013, c'est un deuxième coup de foudre avec le Bitcoin, tu le disais. Et puis bien sûr la création un an plus tard de Ledger. Est-ce que tu peux revenir sur les prémices, en tout cas sur ton coup de foudre avec le Bitcoin? Pourquoi le Bitcoin vraiment ou toutes les cryptos?
Alors à l'époque, il y avait que le Bitcoin, Ouais. donc la question ne se posait pas. D'accord. Mais maintenant, je veux dire... Maintenant, c'est surtout le Bitcoin, mais je veux dire, c'est une technologie un petit peu large et je ne suis pas un Bitcoin maximaliste, c'est-à-dire que je ne considère pas qu'il n'y a que le Bitcoin et que tout le reste, ça ne sert à rien. Mais Est-ce que c'est l'histoire de Satoshi qui t'a... Moi, perso, c'est ce qui m'intéresse, hein, cette espèce de légende. Ou est-ce que pas du tout? Toi, tu avais une approche très pragmatique et en fait, la légende, l'histoire, le contexte, ces espèces de cyberpunk qui ont créé ce réseau, ça te parlait pas? alors moi, quand j'ai découvert le Bitcoin, j'ai découvert avant tout par la technologie et des aspects plus pragmatiques, comme Ouais. tu dis, et tout ce qu'il y avait autour de Satoshi Nakamoto, la légende, etc. En fait, je m'y suis intéressé que plus tard. Et ça n'a pas du tout été... j'ai pas eu une espèce de séduction un petit peu romantique par rapport à tout ça. Merci, je sens le pic. Non, mais il n'y a pas de problème. Je pense que c'était très bien. Mais moi, c'était vraiment basé sur la compréhension en fait, du double révolution, la première révolution technologique qui permet de créer de la décentralisation et de la confiance, sans tiers de confiance, justement. Puis la deuxième révolution qui est monétaire, qui est de créer une monnaie sans banque centrale, qui est gérée par un algorithme. Et une fois que j'ai compris tout ça, parce que j'ai mis du temps, hein, ça n'a pas été en 2 heures, j'ai mis quelques semaines, je me suis dit que ça allait tout changer et qu'il fallait absolument que je sois là-dedans. Est-ce qu'il y a un côté rebelle chez toi? Ah oui, oui, oui. Je pense qu'il y a un côté anticonformiste. Je ne suis pas un rebelle, je ne suis pas quelqu'un qui va aller dans la rue jeter des pierres. Je veux dire, j'ai une belle maison, je suis plus un bourgeois, je pense que Non, beaucoup de choses. Mais... Ce que je veux dire, c'est que si à l'époque, tu as été sur ce terrain-là, c'était pas forcément anti-sociétal, mais il y avait quelque chose de l'ordre d'une espèce de monde qui grondait par rapport à tout ce qui était déjà bien établi. Tout à fait. Moi, j'ai jamais eu peur d'aller à contre-courant. C'est pour ça que je pense que je me suis expatrié assez tôt dans des pays qui n'étaient pas forcément à la mode. Et le Bitcoin en est un bon exemple, puisque quand je me suis intéressé à ça et que je me suis lancé, il y avait vraiment des vents forts contraires très importants, puisque le Bitcoin avait très mauvaise presse. On sortait du scandale de Mt. Gox où le Bitcoin s'était écroulé, tout le monde pensait que c'était mort. Et moi, j'y suis allé à ce moment-là. Et clairement, tout le monde me disait que c'était débile, que je ne devais pas y aller, que c'était n'importe quoi. Et plus on me disait de ne pas y aller, plus j'avais envie d'y aller. Donc forcément, j'avais quand même un côté rebelle, probablement. Et, ou challenger. Ou challenger. Et j'ai jamais eu peur, en fait, de ce que les gens allaient penser de moi. Enfin, ça m'a jamais vraiment intéressé. Et donc, j'ai avancé parce que moi, j'étais vraiment convaincu. Et donc, dans ce Bitcoin, j'y suis allé à fond. Mais tu étais convaincu par quoi? Par le système même de la blockchain? Ou tu étais convaincu que quelque chose comme ça, de nouveau, qui prenait vite, avait un avenir? J'étais convaincu par le Bitcoin en tant que monnaie, avant tout. Il y avait la technologie, la blockchain, très bien, donc ça, c'est un socle. Mais derrière, ce qui m'a surtout intéressé, c'est la révolution monétaire. C'est le fait d'avoir la capacité de gérer une monnaie en dehors d'un État. Et de pouvoir, en fait, avoir une monnaie qui soit... un échange, du troc. Déflationniste, qui soit différente, qui ne soit pas... sur le dogma de l'école keynésienne, qui ait des autres choses assez intéressantes. Et en même temps, là, on a vu avec l'inflation, on s'est un petit peu retourné depuis 2 ans, quoi. Le Bitcoin, aujourd'hui, a toujours été extrêmement spéculatif. Mais moi, la plupart de mes avoirs sont en Bitcoin. C'est-à-dire que je dors mieux la nuit sachant mes avoirs en Bitcoin qu'en euros. Je suis obligé d'avoir des avoirs en euros pour des aspects pratiques, mais je ne les considère pas, en fait, dans ma tête. Alors que je suis conscient que effectivement c'est passé de 60 000 à 20 000 mais en fait et donc j'ai en fait mon portefeuille on va dire de valeur pris en euros a des swings absolument énormes, mais ça me stresse absolument pas, ça m'empêche pas de dormir, je suis patient et je vois vraiment ça à long terme. Pour moi, ça fait aucun doute que long terme, c'est 8-10 ans. Oui, je vois. Enfin, c'est pas voilà, c'est probablement prochaine génération, je sais pas. Mais pour rien au monde, je renoncerais en fait à mes bitcoins. Pour moi, c'est vraiment le socle du futur de mon capital en fait, et du capital des générations à venir à l'archevêque. C'est mignon. On fait un tout petit aparté et bien sûr, on revient sur Ledger. Du coup, si je t'écoute, pour toi, Metaverse, t'y vas aussi? Non. Non. Plus de réserve. Non, je vais dans le Web3, mais le métaverse, en réalité, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Donc, je pense qu'il y a à boire et à manger, il y a des trucs à acheter, il y a des trucs à prendre.
Je me suis pas passionné par le métaverse, donc je m'y intéresse pas suffisamment pour vraiment apporter Tu as dit une que tu n'étais pas critique artiste au constructive. départ, donc c'est un petit peu... Ouais, c'est ça, le métaverse, les NFT, moi, ça me laisse un peu froid. Par contre, le Web3, qui est le fait de remettre l'utilisateur au centre un petit peu du match et de lui donner plus de gouvernance et plus d'impact en fait dans les projets, ça, j'y crois beaucoup. Donc Meta, GPT, là, tu irais sur ces domaines-là. Meta de Facebook? Ouais. Non, 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 parce que pour moi, c'est pas, ChatGPT, c'est pas du Web3 pour moi. Ça. Enfin, ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle. mais ça en fait partie quand même. Enfin, en tout cas, Non, différents enfin, modules sont utilisables et alors, c'est un outil, interconnectables. mais moi, je fais une différence entre le Web3 et l'intelligence artificielle, et puis Meta, pour moi, qui est encore une espèce à part. Et, Non, mais ce que je veux dire, c'est un petit peu ce qui sort depuis 1 ou 2 ans dans les nouveautés, comme à l'époque, justement, les cryptos ou le Bitcoin. Donc, toutes ces nouveautés qui sont en train d'arriver en effervescence, est-ce que tu y vas ou pas? Ou est-ce que non, pas forcément. des sociétés qui utiliseraient, en fait, justement, ces supports-là ou ces principes-là, est-ce que tu irais investir dedans ou pas? C'est ça plutôt ma question. Non, Non. parce que D'accord. je ne suis pas un arriviste qui va suivre toutes les modes. Il y en a certaines qui m'intéressent, il y en a d'autres qui me parlent moins. Là, c'est la folie du AI, de l'intelligence artificielle générative, quoi. etc. Donc, bon, très bien, mais moi, je ne m'intéresse pas à ces sujets. Je ne dis pas que c'est pas bien. Non, c'est juste moi, à titre personnel, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et qui Tu n'irais pas m'interpelle. investir dessus. Ouais. Donc, je ne dis pas que j'irai pas, parce qu'il faut jamais dire jamais, mais en tout cas, c'est pas ma thèse d'investissement et je recherche pas particulièrement. Et je suis pas quelqu'un qui suis à l'écoute en fait des tendances. J'ai vu la tendance de l'Internet au tout début, la tendance du Bitcoin au tout début. Voilà, ça fait déjà 2, c'est bien. D'accord. Mais je ne les prends pas toutes non plus. D'accord. J'en Non, ai c'était raté ça plein, justement ouais. le sens de ma question. Ouais, C'est mais est-ce que pas... tu es quelqu'un justement qui est un peu challenger, à aller tout le temps sur... Non, pas du tout en fait. C'est D'accord. des cycles. Je pense tous les 10 ans, il Ok. m'arrive un truc. Faut pas que tu t'ennuies, quoi. Donc, on revient bien évidemment sur Ledger. 2019, la création? Non, 2014. Ah. Donc maintenant, ça a 9 ans. Donc c'est quand même une boîte qui a un peu de bouteille. Est-ce que tu peux nous rappeler justement la genèse de cette boîte? Alors, Et surtout l'idée de base. Oui. En 2013, j'avais créé la maison du Bitcoin suite à ma découverte du Bitcoin. C'était juste un lieu physique. Et pourquoi ça? Parce que je n'avais pas d'idée, en fait. Je ne savais pas quoi faire. Alors, je me suis dit, je vais créer un lieu, on va faire venir du monde et on verra bien. Et j'espérais qu'il allait se passer quelque chose. Et ça a été le cas. J'ai croisé la route de plusieurs personnes, de boîtes. Une qui venait de la carte à puce, une autre qui faisait du produit autour du Bitcoin. Et on s'est bien entendu. On a vu finalement... l'intérêt d'avoir une solution de sécurité pour garder les clés privées. Ce que fait Ledger, c'est des coffres forts pour garder des clés privées qui sont un peu les bons porteurs qui font la possession des bitcoins et toutes les cryptos. C'est basé sur la carte à puce, qui est une technologie française. Et donc, on s'est dit, là, il y a un coup à jouer. Pour une fois, le fait d'être français, c'est un véritable avantage. Et un jour de juillet 2014, on s'est réunis à la maison du Bitcoin. J'ai proposé qu'on allait fusionner les 3 entreprises. On était 8 et on a créé Ledger. Alors, est-ce que je peux me permettre de te poser la question de combien tu as mis au départ? Tu me dis vous étiez 3 associés? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que on était 8, mais à la base, moi j'ai créé la maison du Bitcoin. Et avant, en fait, la maison du Bitcoin, c'est la même entreprise. En fait, d'un point de vue technique, Ledger a été créé en 2010. Mais elle a eu plusieurs vies. Avant, c'était Prixing, c'était un comparateur de prix dans lequel j'avais mis 200 000 euros. Ensuite, on a levé 1,5 million d'euros. Et ensuite, on a revendu Prixing, mais juste le fonds de commerce. Et on a récupéré 1 million et quelques. Et c'est ce million qui a été utilisé pour faire la maison du Bitcoin et Ledger. Ensuite, on a levé des fonds. Et j'ai réinjecté à peu près 1,5 million d'euros dans Ledger en 2016. Ce qui te donnait combien de parts en pourcentage? Ça a beaucoup évolué. J'ai commencé à 100%. Ouais, Au tout début, sûr. ça a baissé, ça a remonté. Maintenant, j'ai dû remonter peut-être à 1/3 de l'entreprise. Et sans jamais CGP ou conseil en gestion de patrimoine? Non, parce que là, c'était mon entreprise. Tu savais où tu allais? Je savais où j'allais. Fiscalement, même ce qui allait se passer? Exactement. Et puis, tout de était toute carré. façon, à cette époque, moi, je faisais peut-être quelques petits investissements dans des boîtes, mais j'avais quelques petits tickets et tout le reste était en Bitcoin. Et ça ne servait à rien que j'aille parler à un CGP. Il m'aurait juste dit, mais t'es débile. Ouais, et puis à l'époque, je pense que les CGP n'étaient pas hyper au fait sur le sujet. Non. Donc, de toute façon, ça n'avait pas de sens. Je pense parler à un professionnel de l'investissement. Je pense qu'il m'aurait jeté dehors à coups de pied dans le cul. Il t'aurait dit c'est risqué.
il m'aurait dit, fais pas ça. Et moi, j'aurais dit, mais tu comprends rien. Enfin bref, ça servait à rien, je pense qu'on se parle. Parce que moi, j'avais ma thèse à moi et j'ai vraiment tout mis en Bitcoin. J'avais 1 million d'euros sur une assurance vie. C'est tout ce que j'avais réussi à économiser. Et j'ai tout pété, j'ai tout mis en Bitcoin. Tu te rends compte quand même que ça peut faire peur. Ouais, mais bon, moi, j'y T'étais croyais, sûr de toi. j'étais sûr de moi. Alors bon, oui. Puis je me suis dit, de toute façon, si je perds tout, c'est pas grave. Je veux dire, je recommence. Enfin, j'arriverai à me reconstruire. Il se trouve que j'ai fait un bon choix. Parce qu'à Pourquoi l'époque, Ledger? Pourquoi ce nom-là? alors parce on avait la conscience que pour un outil qui permet de faire la sécurisation et si on voulait que les cryptos soient utilisés par tout le monde, il fallait créer une marque lifestyle. Et donc il fallait un nom qui soit lifestyle. Ledger, ça veut dire grand livre comptable, c'est un synonyme de blockchain, mais c'est un nom qui est un peu doux, qui est pas trop tech, block, machin, qui fait peur. Donc Ledger, ça sonnait bien. Il y a un petit côté féminin aussi qu'on aimait bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris Ledger. Parce qu'on avait cette clairvoyance, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Ledger, qu'on serait une marque tech, mais lifestyle, un peu comme Apple. Des années après, c'est quoi le constat sur Ledger? Les enjeux qui ont été vraiment les plus durs pour toi, les réussites et aussi peut-être un échec, un mauvais souvenir? Eh bien, les enjeux, ça a été au début, c'est très difficile. Ledger n'a pas fonctionné dès le début. On a passé 2 ans de galère finalement à vendre un produit à très peu. Et donc, tout le monde nous disait qu'on n'y arriverait pas, que ça allait être compliqué. On a eu beaucoup de mal. En fait, la période la plus difficile, ça a été 2015-2016, quand on a fait une levée de fonds pour recapitaliser l'entreprise, parce qu'on avait quand même une équipe, une vingtaine de personnes. Enfin, on faisait du cash burn, on avait besoin de faire de la R&D, et les revenus étaient nuls. Et donc, on cherchait 4-5 millions d'euros pour continuer l'aventure. Et j'ai dû pitcher, je sais pas, 80, 90 fonds et ça ne marchait pas. Et on a fini par en trouver un, c'était la Maïf Corporate. C'était l'époque de la blockchain. L'époque où on disait blockchain bien, Bitcoin pas bien. Et donc ça, c'était un moment difficile où finalement, on a dû un peu changer la boîte, dire qu'on ne faisait pas de Bitcoin, enfin pas de crypto, mais de la blockchain, qu'on ne faisait pas de hardware. Donc on a dû un peu inventer n'importe quoi pour faire investir Maïf. Et lorsque ils ont investi, l'entreprise a décollé parce qu'en 2016, le Bitcoin s'est mis à décoller, enfin en 2017. Et là, ils ont paniqué parce que ils sont aperçus qu'on faisait du Bitcoin. Et donc, après le scandale Lehman Brothers, il y a eu une prise de conscience. Comment toi, toute cette époque justement d'avancée de ces monnaies numériques et donc de ces solutions aussi pour les rendre uniques, tu penses que ça a beaucoup joué dans les mentalités aussi, la déstabilisation des marchés et du coup les banques qui se sont dit, ou en tout cas les fonds qui pourraient être prêtés, qui ont d'un coup, un peu comme on l'a vu avec le Covid, qui se sont dit il y a une autre façon justement de gérer, d'investir? De toute façon, si tu fais référence à 2008, le Bitcoin est né après Absolument. 2008, donc c'est une réponse en fait déstabilisation à ça. des marchés. Et donc il y avait même en fait une espèce d'antagonisme des banques ou des assureurs donc par rapport à la crypto. Et donc quand Maïf a vu qu'on faisait du Bitcoin, ils se sont dit non mais c'est pas possible, ça va pas du tout. Et même si la boîte en fait on doutait que ça allait devenir une énorme boîte. Ils étaient en panique et ils n'étaient pas très très bien et donc on les a rachetés en fait. On a racheté la position. Donc ils avaient investi 2 millions d'euros dans la boîte et puis 2 mois après on leur a acheté 4 millions. Donc c'est un beau TRI. Ouais, x2 quoi. Ouais. Mais on n'a pas hésité. Si on avait hésité, si on avait essayé, ils seraient restés, ils auraient planté la suite, ils n'auraient pas été bien, personne n'aurait été content. Et donc c'est pour ça qu'on a dû réinjecter nous des propres fonds en fait pour racheter la position de Maïf et nous relever en même temps. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur Ledger à aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, Ledger, c'est 800 collaborateurs, c'est une licorne, donc une valorisation à plus d'1 milliard. On a dû lever au total de les aventures dans plus de 500 millions d'euros. Et on fait je crois que c'est 6 millions de produits vendus dans 165 pays. Et vraiment leader mondial des solutions de sécurité. On doit avoir 20% en fait, de toutes les cryptos qui sont sécurisées par nos produits. Après Ledger, qu'est-ce qui se passe? Pour moi? Bah oui. Moi, j'ai quitté ma fonction de CEO de Ledger en 2019. Donc, j'ai arrêté d'être opérationnel. Je suis resté actionnaire et membre du board. Et en fait, commencer un peu une nouvelle carrière pour moi qui est plus celle d'investisseur. Je n'avais pas forcément envie de relancer un projet parce que j'étais un peu cramé et je me suis dit, bon, je vais prendre un petit peu le temps.
Les opportunités ont fait que j'ai rejoint le casting de l'émission Qui veut être mon associé Sur M6. sur M6. Et finalement, je me suis mis à investir. En même temps, j'ai racheté mon domaine en Sologne qu'il faut que je retape. Enfin bon, voilà, j'ai eu plein de choses à Tu faire. fais du vin? Je fais pas de vin, non. C'est un domaine, plus un domaine de chasse. Ok. Mais donc, j'avais plein d'occupations et peut-être pas la place, en fait, ni la force mentale pour relancer un projet. En tout cas, d'une telle envergure. Oui. Et donc, aujourd'hui, maintenant, j'ai plus un métier d'investisseur, d'aider les entreprises, de conseiller. J'ai cofondé quand même quelques autres entreprises, mais dans lesquelles je ne suis pas forcément, on va dire, quelqu'un qui est soit opérationnel, notamment AlgoSup, donc qui est une école de développeurs, une école supérieure du logiciel, où moi, voilà, je suis là, j'aide, mais je ne suis pas day-to-day dans l'école. En gros, tu reviens un petit peu sur tes premières amours, même si c'est du hard, tu fais un petit peu du software, mais c'est quelque chose qui ne te quitte pas, en fait. Non, je suis content aujourd'hui d'accompagner plein d'entreprises. J'ai une 50aine de lignes dans mon portefeuille. Et donc, c'est autant d'aventures différentes et je peux vivre par procuration, finalement, tout un tas de choses. Des réussites ou parfois même des angoisses d'autres, ou mais des que plantages, tu accompagnes. Des plantages, bien sûr. Parce que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est pas que les licornes qui s'envolent, c'est aussi les boîtes qui plantent. Et parfois, c'est difficile, mais c'est comme ça. Et à aucun moment, à toutes ces étapes-là, tu as eu à faire un CGP? À aucun moment, tu as eu à te dire, je vais quand même un peu mieux m'entourer mais ne serait-ce que déjà pour te décharger émotionnellement, psychologiquement. Alors, à un moment, il a quand même fallu que je me structure. C'est-à-dire que quand on commence à avoir un patrimoine en fait, professionnel important, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à une banque privée pour pouvoir structurer un certain nombre de choses, pour pouvoir finalement avoir des lignes de crédit basées sur, par exemple, mes actions Ledger, pour pouvoir faire des opérations immobilières sur mon domaine, en fait, utiliser des effets de levier. Pourquoi tu as choisi plus une banque qu'un CGP? Et parce que moi, je pense que j'avais besoin d'une banque privée pour structurer un certain nombre d'opérations. Et c'est pas pour faire de l'investissement et de me dire quoi acheter comme SICAV ou je sais pas quoi. C'est plus, en fait, j'ai besoin de tuyauterie. De processiser, de reporting, de tableau Excel où non, tout non. était... non, pas du tout. Juste, en fait, si par exemple, on veut faire... je voulais financer l'achat du domaine, j'avais pas forcément les liquidités parce que tout était en crypto ou en action. En fait, on fait des crédits qui sont adossés à un certain nombre de valeurs. Et donc, la banque privée, en fait, elle met tout ça en place. Et aujourd'hui, c'est plus la banque privée qui m'aide et qui me conseille. J'ai bien évidemment des assurances vie avec des placements et c'est eux qui les gèrent. Et tu as des fonds euros dedans, j'imagine. Oui, toi qui es réfractaire. Non, mais je suis obligé. Voilà, ça va mieux là. Ouais, mais bon, je suis obligé. Je comprends qu'on ne peut pas s'en passer, mais en tout cas... il faut du cash flow. Il faut du cash flow et puis finalement, tout le reste est plutôt en crypto. Et là-dessus, il n'y a personne qui peut me conseiller de toute manière. Alors, tes cryptos, justement, tu vas comment? Tu vas sur les plateformes Non, alors mes cryptos, déjà, je les ai achetés il y a très longtemps. Donc, c'est plutôt de la conservation. Et voilà, ensuite, elles sont conservées en utilisant des moyens. C'est pas chez moi. J'ai mis en place des moyens assez complexes pour être certain que, même si on vient me saucissonner chez moi, on ne puisse pas accéder aux cryptos. Donc, c'est plus de la sécurité, on va dire, que de la gestion. Parce que le pire qu'on puisse faire en crypto, et ça, c'est un message à tous ceux qui nous écoutent, qui se disent « Ah, moi aussi, je veux investir en crypto, qu'est-ce qu'il faut faire ?» En fait, la meilleure chose, c'est d'acheter et de plus jamais y toucher, quoi. Ouais. Donc, et puis pas de tout mettre d'un coup, quoi. Voilà, et faire du DCA, c'est-à-dire acheter petit à petit, et puis ensuite de l'oublier complètement. Et se dire qu'on pourrait le perdre, ça ne changerait pas notre vie, quoi. En gros, évidemment, c'est un peu ça. Il faut mettre que ce qu'on est prêt à perdre. Ouais. Comme moi, je suis prêt à tout perdre, j'ai tout mis. C'est fou cette mentalité, prêt à tout perdre. C'est dingue quand même. Ouais, quand on t'écoute, ça fait même peur, en fait. Moi, je suis pas prête à tout perdre, en fait. Ouais, Alors après, peut-être que la différence, elle vient que toi, tu t'es constitué toi-même ton patrimoine. Alors que moi, c'est mon père qui me l'a, à son décès, qui m'est tombé dessus. Donc il y a une espèce de conscience. Bien sûr, en fait. évidemment. Moi, c'est à moi. Tout l'argent que j'ai, c'est moi qui l'ai gagné, moi qui l'ai eu. J'ai pas eu d'héritage. Et donc, effectivement, je considère que je peux en faire ce que je veux. Et même par rapport à la transmission pour mes enfants, si je perds tout, je perds tout. Parce que de toute façon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de leur transmettre. Ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat, ouais. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose de commencer la vie avec 10 millions d'euros sur son compte. Je pense que c'est le meilleur moyen de... Tu peux très bien ne pas leur dire. Et le dire qu'à un certain âge. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je vais faire. J'en discute un peu avec eux. Mais eux, pour l'instant, je leur ai dit qu'ils n'auraient rien. Tu es un père drastique. Non, mais bon, je pense que... encore une fois, c'est un autre débat. Mais
voilà, c'est pas le meilleur cadeau qu'on puisse faire. Alors évidemment, je pense qu'ils auront toujours un toit, faut pas exagérer. Bien sûr. Mais leur donner de l'argent comme ça, je pourrais de les pourrir. J'ai pas envie qu'ils aient aucune envie dans la vie, quoi. On a parlé crypto, on a parlé assurance vie légèrement, on va dire. On a parlé bien sûr investissement B2B, mais on n'a pas parlé IMO. Oui. Est-ce que tu as de l'IMO, Éric Larchevêque? Là où j'habite. Ok. Voilà. Résidence principale. Résidence principale. Sinon, un domaine aussi que tu as. Non, mais c'est la même chose. C'est la même... Ah, pardon, excuse-moi. J'habite dans un domaine en Sologne, voilà. Et c'est tout. Alors, c'est pas du tout pour faire ta déclaration fiscale. Hein. J'essaie juste de comprendre aussi pourquoi est-ce que l'IMO ou les SCPI, c'est pas quelque chose qui t'a attiré. L'enfer, pourquoi? Non, mais je sais pas, je trouve ça, mais je trouve ça nul. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse, mais pas du tout, quoi. Je dis pas qu'il faut pas le faire, que c'est pas bien. C'est juste, c'est très très personnel. Ça m'excite pas, en fait. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller, avoir un immeuble de rendement et tout, l'horreur. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, j'ai de l'immobilier aussi. J'ai développé un hôtel en Lettonie que j'ai toujours, mais moi, je le vois différemment. C'est un hôtel que j'exploite. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que dans les SCPI, moi, je fais énormément justement de points avec diverses sociétés de gestion qui gèrent des SCPI. Il y a des choses qui pourraient très bien te correspondre, notamment des SCPI qui sont placés... non, mais je te vends rien, hein, j'ai pas de com là-dessus. Mais tu vois, dans parfois des réhabilitations de châteaux ou de domaines, des SCPI qui sont commerciales, où il y a des sociétés qui se développent à l'intérieur, c'est pas que des EHPAD. Hein. Non, mais en fait, ça m'intéresse absolument pas. Pour moi, l'investissement, c'est vraiment aller rencontrer le porteur de projet. C'est du capital risque, on va dire. Ouais, c'est de l'humain, quoi. C'est de l'humain et je vois où je le mets. Voilà, ça m'intéresse pas, en fait. Et j'ai pas envie d'investir dans des choses qui m'intéressent pas. Investir pour avoir du rendement, ça m'intéresse pas. Je suis obligé de le faire avec les assurances vie. Puis voilà, j'ai des trucs à 3%. Puis en fait, private equity, j'imagine. C'est plus ton style, ça, d'investir dans des boîtes non cotées. On va dire, je vais être LP dans des fonds d'investissement, mais ça m'emmerde, en fait. Je pourrais être LP dans plein de fonds. J'ai beaucoup de propositions pour que je vienne mettre des tickets dans des fonds de fonds, etc. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est vraiment l'aventure humaine. De toute façon, je n'ai pas un capital infini à déployer. Et le capital que j'ai à déployer, je préfère aller le déployer dans des aventures qui, au moins, vont m'amuser. Et puis, de toute façon, tout le reste, c'est en crypto. Donc, et jamais je vendrai des cryptos pour aller dans des CPI, quoi. On va bientôt terminer cette émission qui était passionnante, mais j'ai quand même 2-3 petites dernières questions à te poser. En gros, vite fait, sur les doigts de la main, les secteurs dans lesquels tu as investi, c'est quoi? C'est très large. Alors, il y a effets spéciaux, cinéma, il y a voyage d'aventure, il y a du textile, il y a de la fabrication de meubles, il y a de l'hôtellerie. Restauration aussi. Restauration, oui, tout à fait. Il y en a plein. Quel domaine t'as pas encore approché et vraiment, plus tu vieillis, plus tu grandis, plus vraiment ça titille? Plus j'ai envie d'y aller, tu veux dire? Ouais. Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas encore. Je le verrai quand je le découvrirai. Ouais. Par contre, il y a des choses que je ne fais pas, c'est tout ce qui est médical. Et c'est biotech, pourtant, ça a cartonné. Ah oui, non, mais bien sûr. C'est quoi? Non, je touche pas. Je n'ai pas envie de toucher un truc avec la responsabilité de la vie humaine de manière directe ou indirecte. Faut bien se donner un peu un minimum de limites. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai celle-ci. C'est ton éthique, en tout cas. Oui, voilà, ça m'intéresse pas. Et je dis pas qu'il faut pas y aller, que c'est pas bien, que j'y crois pas. Non, c'est très personnel, encore une fois, mais ça, je fais pas. Et puis, tu veux pas gagner du blé sur le dos Oh, c'est même pas ça. Même pas ça. Non, ça n'a rien à voir avec une éthique. C'est juste que non, je me sens pas légitime là-dedans. J'y connais absolument rien. Et donc, j'y vais pas. Alors, comment on fait pour t'approcher et pour te faire changer d'avis si on est CGP? Alors, comme beaucoup de monde qui veut me parler, vous allez sur mon site ericlarchevêque.com, il y a un formulaire de contact. Non, mais attends. Et puis, il y a une section CGP, placement. C'est vrai? Vous cliquez dessus et en fait, ça va nulle part. Oh, mais c'est fou ça. En une phrase, dis-moi pourquoi, si je suis CGP, j'arriverai pas à te séduire. Mais parce que ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas? Et de toute façon, un CGP, déjà, je parlerai à un CGP le jour où il vendra des bitcoins, il proposera de la crypto. Il y en a. Dans les nouvelles générations que j'ai reçues, qui sont assez influenceurs, mais qui sont surtout millénium, essentiellement, bien sûr. Mais il y en a qui vont de plus en plus. Je pense notamment à une jeune fille que j'ai reçue qui va justement sur ces avoirs un peu justement exotiques, en tout cas. Elle fait beaucoup d'Ethereum notamment. Et justement, ça cartonne, quoi. Non, mais très bien. Mais en fait, la réalité, c'est que ça ne m'intéresse pas. Je me considère...
J'ai pas de family office, je fais tout moi-même. Par exemple, j'ai ma holding, je gère tout moi-même. J'aime bien le faire. Voilà. Merci Eric Larchevêque d'avoir été avec moi aujourd'hui, de nous avoir donné une vision très très personnelle mais aussi très pertinente de ton approche justement de ta propre gestion de patrimoine et puis nous avoir raconté ce destin assez chouette quand même. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Passion Pat. Ciao ciao.